tout ce que vous pouvez passer en comptabilité ou pas, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si vous êtes gérant, président de SAS, de SARL ou même en entreprise individuelle, forcément, vous avez intérêt à passer en comptabilité le maximum de charges, j'allais dire, pour payer le minimum d'impôts, parce que ce que vous passez en comptabilité, c'est des économies d'impôts en termes d'impôts sur les sociétés, de cotisations sociales sur les salaires et même d'impôts sur le revenu, sur les salaires que vous pourriez vous prendre si vous prenez ces dépenses à votre charge. Donc, on va regarder ce soir tout ce que vous pouvez passer en comptabilité, tout ce que vous ne pouvez pas passer. Hein. On verra qu'il y a certaines choses et certaines règles à respecter. Et l'idée, c'est de vraiment vous donner toutes les cartes en main pour que vous puissiez, vers vos choix, que vous puissiez passer certaines dépenses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé, qui sont pourtant des dépenses professionnelles. Ça existe, il y en a forcément. Et puis, voilà, et que on vous explique bien ce que vous pouvez faire et quels sont les risques. Donc, on va parler de toutes les dépenses liées au divertissement, Netflix, Deezer, Amazon Prime, tous les abonnements des plateformes, pourquoi pas. En tous les cas, on nous le demande souvent. Tout ce qui est lié au transport, notamment les abonnements pour les Parisiens, Vélib, Lime, et il y en a aussi en province. Les restos. Je me fais livrer ce soir un Deliveroo chez moi à la maison pour 3-4 personnes. Jean-Luc, tu viens à la maison et on parle boulot, bien évidemment. Est-ce que je peux le passer en charge? Les cadeaux. Lorsque vous avez des apporteurs d'affaires qui vous font qui vous apportent des grosses affaires jusqu'où vous pouvez aller. Dans la presse, on le voit, il y a des gens qui rémunèrent grassement leurs apporteurs d'affaires, des montres, des vêtements de marque, etc. Les vêtements, les costumes, les chaussures, ça c'est une question qui nous est souvent posée. Est-ce que je peux passer à des costumes, voilà, ou un tailleur, puisque je l'utilise pas le week-end, j'utilise que la semaine pour le boulot. Tout ce qui est lié au voyage professionnel en France et à l'étranger, etc., etc. Vous voyez que on va vraiment en traiter un peu plus encore. Donc évidemment, les marques, vous les connaissez. Bon, ça vous donne un peu le spectre de tout ce qui est envisageable. Alors, il faut le dire, tout est jouable, mais pas pour tout le monde. Donc, la règle du jeu, il y a une règle qui concerne 3 principes. Je te laisse les présenter, Oui, Jean-Luc, toi qui es un oui, peu alors le les règles, déontologue. oui, alors les règles, en fait, elles sont assez simples. Il faut vous poser déjà la question principale. Est-ce qu'il y a un intérêt pour l'entreprise? Donc, du moment qu'il y a un intérêt pour l'entreprise, vous allez pouvoir déduire la dépense. Après, il y a des règles plus qui sont de forme. Donc, les règles de forme, ça va être en effet d'avoir un justificatif. En principe, en comptabilité, il faut toujours avoir un justificatif pour pouvoir déduire la dépense. Et si possible, le justificatif qui soit au nom de la société ou de l'entreprise, qui ne soit pas à votre nom à vous, puisque, bon, après, éventuellement, vous pourriez le déduire, mais c'est quand même mieux si le justificatif il est au nom de la société, et puis que ça corresponde à une gestion normale. Il ne faut pas que ça soit, par exemple, vous alliez tous les jours au restaurant, ou vous achetez, faire des dépenses qui soient excessives, qui soient vraiment pas normales. Bon, donc ça, en général, on sait le gérer. Mais le principe de base, c'est que dès que vous faites une dépense, il faut vous poser la question, est-ce qu'il y a un intérêt pour l'entreprise? S'il y a un intérêt pour l'entreprise, vous pouvez le déduire, quoi. Vous pouvez le passer dans les frais de la société. Voilà, ces 3 principes-là importants à respecter pour le déduire. Donc après, on va voir qu'il y a des subtilités par rapport à certaines dépenses, mais c'est les règles de base. Voilà. Et gestion normale, j'insiste là-dessus aussi parce que c'est souvent mal compris. Mais gestion normale, c'est-à-dire qu'il faut que la dépense, elle soit cohérente en montant et par nature par rapport à votre activité. Donc évidemment, j'allais dire des frais de transport, d'avoir un véhicule pour un médecin, c'est évident si il se
s'il se déplace chez ses médecins, mais s'il ne fait que de la télémédecine, d'avoir un véhicule, ça peut devenir un élément anormal de gestion. Le fisc dira, attendez, c'est pas normal ce que vous avez fait là, d'acheter un véhicule, alors que vous ne faites aucun déplacement professionnel, ce n'est pas normal. C'est ça, la gestion normale, c'est par rapport à la réalité de votre quotidien, est-ce que c'est cohérent? Si vous achetez 1000 bouteilles de vin alors que vous avez 50 clients et que voilà, c'est anormal. C'est anormal. Par contre, si vous offrez une bouteille de vin à chaque client à Noël, c'est normal. Voilà, c'est des choses aussi simples que ça, c'est du bon sens. Mais c'est important de le noter parce que parfois les gens nous disent ah ben oui mais j'ai un copain qui fait ça. Oui mais c'est pas parce que ça marche pour le copain que ça marchera pour vous. Le fisc est pas trop naïf sur ce critère de normalité. Voilà, alors on va rentrer dans le vif du sujet, on va prendre quelques exemples. Premier, les dépenses vestimentaires ou de coiffeur. Jean-Luc, est-ce que j'ai le droit de passer mon costume en charge alors que le costume, je ne le mets pas le week-end? Voilà, alors si on applique les règles fiscales stricto sensus, normalement, tout ce qui est dépenses vestimentaires, on peut le déduire si c'est des dépenses qui sont liées à votre activité. Donc, les cas qu'on rencontre, ça va être le boucher, sa blouse, ça va être l'infirmier, pareil, son vêtement de travail, ça va être l'avocat, donc sa robe. Donc, c'est des vêtements, en fait, qui sont propres à l'activité professionnelle. Normalement, on ne peut pas déduire le costume, puisque costume, l'administration peut considérer que c'est pas propre à votre activité, mais que le costume, vous pouvez le mettre quand vous voulez. Alors, le coiffeur, c'est pareil. Le coiffeur, vous avez besoin d'aller chez le coiffeur, hein, normalement. Donc, c'est pas une dépense qui est liée à l'activité. Donc, normalement, c'est pareil. Le coiffeur, là, on l'a pas mis, le dentiste également. Tout ça, c'est des dépenses dont vous avez besoin, vous, à titre personnel, qui sont pas liées à l'activité. Alors, éventuellement, on peut y déroger par rapport à votre activité. Si, notamment pour le coiffeur, je ne sais pas, vous avez un rôle commercial, un rôle de prospection, et vous êtes en contact régulièrement avec vos clients, et donc c'est nécessaire en quelque sorte à votre activité. Pareil pour le dentiste, il y a eu des décisions de jurisprudence où la personne elle s'était refait les dents parce qu'en effet, elle avait eu en fait un rôle commercial. Elle était en contact avec les clients. L'administration avait refusé dans un premier temps, et puis en fait, ça a fait du contentieux et le contribuable a gagné. Donc, si vous arrivez à justifier que ces dépenses-là, elles sont quand même nécessaires à votre activité, si vous abusez pas non plus, hein, comme on disait en introduction, il faut que ça soit normal. Si vous allez chez le coiffeur toutes les semaines, éventuellement, ça pourrait être retoqué. Et le costume, pareil, on peut considérer de temps en temps faire passer un costume sur la société, que c'est pas abusif, ça peut être une gestion normale. Et si vous démontrez que, en effet, c'est lié à votre activité, parce que vous voyez des clients, vous avez besoin d'être habillé correctement, ça pourra passer, bien que vous lirez un peu à droite à gauche que normalement c'est interdit, quoi. Mais bon, après, il y a toujours une part de Ouais. tolérance. Tant que c'est pas abusif, tant que c'est normal et puis que c'est lié à votre activité, je pense que les impôts, ils vont pas vous embêter si vous passez un costume par an sur le compte de la société. Voilà Voilà, moi c'est pour ce ces que j'ai fait dépenses. pendant Oui, plusieurs années. oui, vas-y. Et ça, c'est voilà. J'ai eu les contrôles fiscaux. J'ai pas été embêté là-dessus. Je passais pas tous mes costumes, mais comme tu viens de le dire, un par an. À l'époque où on en portait beaucoup plus qu'aujourd'hui, eh bien, voilà, j'en achetais 2, 3 par an. J'en passais un en frais. C'était pas non plus, voilà, c'était pas Hermès, c'était pas Yves Saint Laurent. C'était raisonnable. Alors bon, tout ça c'est subjectif, mais comme tu le disais, Jean-Luc, c'est tout dépend de votre capacité, vous, à argumenter et à démontrer que c'est fait dans l'intérêt de la société. Chaque cas est particulier. Vous voyez, chaque cas est particulier. Si vous arrivez à convaincre le contrôleur que c'est fait dans l'intérêt de la société et aussi un peu à le prouver, donc ça veut dire qu'il faut documenter, ça veut dire qu'il faut
Voilà, vous pouvez utiliser des photos sur Insta, montrer que vous avez utilisé tel ou tel achat pour décorer l'arrière-plan de votre formation que vous avez vendue en ligne, etc., etc. Et donc, si vous avez des éléments factuels pour démontrer que c'est fait dans l'intérêt de la société, eh bien, ça peut passer. Alors, les abonnements aux plateformes, Netflix, musique, vidéo, tout ça, c'est quand même plus limité. Parce que c'est évident que là-dedans, il y a une partie personnelle, mais ça peut être aussi professionnel. Il y a des activités qui peuvent justifier le fait d'être abonné. Bon, Netflix, franchement, voilà. Bon, sauf être producteur de cinéma ou être vraiment dans l'univers du documentaire, réalisateur, etc. Bon, voilà. C'est pas et même c'est pas des gros montants, donc faut pas non plus s'exciter trop sur ces petits abonnements. Peut-être que vous pouvez en passer pour certaines activités 50%. Voilà, si vous avez un bar et que vous passez en boucle des vidéos, etc. Bon, bah vous pouvez passer les abonnements qui vont avec. Mais il y a les droits SACEM aussi que vous allez payer. Donc vous pouvez le faire si vous avez les arguments. Alors les locations de bateaux et les dépenses de chasse. Oui, Ça, on vous le marque parce que c'est de la vieille histoire, hein. Jean-Luc, on peut ou pas? oui, bah oui. Alors, donc il y a certaines dépenses en fait qui sont bien inscrites dans le Code général des impôts qui s'appellent des dépenses somptuaires. Et en effet, donc il y a ces dépenses-là, bah, en fait, elles sont listées, elles sont bien inscrites, et on peut pas les déduire, quoi. C'est interdit. Donc, notamment, bah, c'est les dépenses de chasse ou les yachts. En fait, ils parlent de termes de yacht, hein, si vous louez un yacht, même bah, si c'est pour inviter des clients, ou les dépenses de chasse également pour inviter des clients. Bah, celle-là, malheureusement, on peut pas le déduire en tout cas. C'est écrit noir sur blanc dans le Code général des impôts. Donc, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a le yacht et puis c'est des dépenses de chat. Bon, c'est un peu anecdotique, on vous l'indique, mais c'est pas le plus important. Voilà, donc c'est plutôt rare, mais sachez-le, il y en a qui sont interdites. Les frais de voyage, déplacement, évidemment que vous pouvez les passer à partir du moment où vous pouvez justifier le déplacement. Donc là aussi, il faut documenter, il faut que vous gardiez des traces de ce qui a justifié le déplacement, le voyage. Vous pouvez très bien aller à New York, à Los Angeles, à Tokyo, voir une exposition, voir un congrès professionnel, voir une technologie qui est liée à votre activité. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément avoir des clients sur place là-bas, ça ne veut pas dire. Mais si il y a une dimension professionnelle, voilà, notez-le. Ça peut aussi vouloir dire que dans le cadre d'un déplacement personnel, vous partez en vacances, vous partez 15 jours, et sur les 15 jours, vous prévoyez de passer 2 jours à développer votre business ou à observer pour votre business, vous pouvez passer, eh bien, 15% des frais, 10, 15, 20% de vos frais professionnels, de vos frais personnels d'une certaine façon, parce qu'il y a une dimension professionnelle. Donc tout ça, il faut documenter. Tout ça, il faut argumenter. Alors pour les voyages et Tout ce qui est lié à déplacements, l'utilisation. oui, je voulais rajouter pour ce qui est voyage et déplacement, parce que je vois dans le chat, là, il y a pas mal de professions libérales. En fait, c'est un sport assez connu, faire des congrès à l'étranger, faire des congrès dans les îles, etc. Donc, bah, sous couvert de congrès, en effet, on peut justifier de voyages et de déplacements à l'étranger. Après, il faut bien justifier l'intérêt qu'il peut y avoir, l'intérêt professionnel, avec des plaquettes, avec le séminaire, etc. Donc, l'apport qu'il peut y avoir eu à titre professionnel. Voilà, les frais d'utilisation de leur voiture personnelle des dirigeants. Donc sachez-le, c'est évident pour ceux qui ont déjà une entreprise depuis plusieurs années, mais vous pouvez vous rembourser sous forme d'indemnité kilométrique quand vous êtes dirigeant d'entreprise. Si vous avez un véhicule dont vous êtes titulaire de la carte grise, vous pouvez, comme les salariés, vous verser des indemnités kilométriques. C'est la société qui vous verse ces indemnités kilométriques. Il y a un barème pour ça. Il faut que vous puissiez justifier du nombre de kilomètres qui ont été parcourus. Le fisc vous le demandera avec précision en cas de contrôle fiscal. Donc là aussi, tous les déplacements en France, à l'étranger, pour aller voir
un prospect, un partenaire, un futur associé, un expert comptable, un avocat, etc. Voilà. Pas uniquement pour aller chez ses clients, pas uniquement pour aller chez ses fournisseurs, mais aussi pour aller prospecter, chercher des partenariats, etc. Donc, vous pouvez en passer, mais il faut que ce soit documenté. Et les frais de véhicule, si vous passez les indemnités kilométriques, vous ne pouvez pas passer les frais de carburant. Hein. Ne nous donnez pas en comptabilité vos notes de frais à la station essence si le véhicule, la carte grise est à votre nom. Indiquez-nous en fin d'année le nombre de kilomètres que vous avez parcouru, mais ces indemnités kilométriques, elles payent le prix d'achat du véhicule d'une certaine façon, l'usure, l'entretien, et le carburant, et les réparations, et l'assurance du véhicule. Tout ça, c'est compris dans les indemnités kilométriques. Ce qui n'est pas compris dans les indemnités kilométriques, c'est les frais de péage et les frais de stationnement. Tout le reste, c'est dans les indemnités kilométriques. Donc, ayez bien ça en tête. Hein. Carte grise à votre nom, indemnités kilométriques, péage et stationnement. C'est tout. Donc, le barème, pour les motos aussi, ça fonctionne de la même façon. Vous avez une moto à titre personnel, vous pouvez vous verser des indemnités kilométriques, et même les vélos, d'une certaine façon. Les frais de restaurant ou dîner à la maison, on en parlait en intro. Oui, si vous organisez chez vous des restaurants, et si vous êtes profession libérale, forcément, vous le faites, pas forcément avec les clients d'un restaurant, ou les dîners à la maison. Vous pouvez le faire avec des partenaires. Vous pouvez le faire avec quelqu'un avec lequel vous envisagez de vous associer. D'accord? Donc, tous ces dîners que vous faites parfois avec des gens qui sont des amis, mais c'est pas parce que c'est des amis que c'est pas des relations professionnelles. Ça peut devenir des relations professionnelles. Donc, si vous parlez business avec vos amis, vous êtes déjà quelque part, voilà, vous basculez quelque part dans l'événement professionnel. Bon. Il faut être capable de le documenter, hein, ça aussi, mais vous pouvez faire 2, 3, 4 fois par an des dîners professionnels à la maison. Voilà. Et s'il n'y a que des relations professionnelles, si vous n'avez pas parlé que boulot, eh bien, vous aurez le droit de passer la totalité de vos frais de repas et de préparation de ce dîner dans les frais professionnels. Vous l'avez compris. Et évidemment, si vous faites tout livrer par une plateforme, eh bien, ça marche aussi. Je crois qu'il y a plein de commentaires dans le chat, Jean-Luc. On répondra après parce que là, ça chauffe. Hein. Oh là là. Ouais. On voit les claviers qui fument dès qu'on parle de ce sujet-là. Le loyer et les charges d'habitation du dirigeant, c'est faisable. À quelles conditions, Jean-Luc? Alors, le loyer, en effet, si vous travaillez de chez vous, en fait, il y a plusieurs choses que vous pouvez vous faire rembourser. Déjà, vous pouvez vous faire rembourser une quote-part d'électricité. Vous pouvez vous faire rembourser aussi une grosse partie d'Internet, puisque vous allez utiliser l'essentiel d'Internet pour votre travail. Vous pouvez utiliser toutes les dépenses en fait de votre logement dont vous aurez eu l'usage pour travailler. Alors, vous faites une quote-part. En fait, généralement, on le fait en fin d'année. Fin d'année, on voit tout ce que vous avez dépensé. Et puis, on dit, par exemple, Internet, ça va être 80%. L'électricité, ça va être plutôt 20-30%. Donc, la liste de toutes ces dépenses-là. Et puis, en effet, faire comme une note de frais. Et c'est la société qui va vous rembourser. Le loyer, pareil, vous pouvez vous faire rembourser. Alors, il faut voir si vous êtes propriétaire ou si vous êtes locataire, mais vous pouvez faire supporter à la société, en effet, une quote-part des frais de logement, puisque c'est la société, puisque vous travaillez de chez vous, en fait, c'est la société qui utilise les locaux. Hein. Donc, c'est toujours pareil, en fait, il faut voir l'intérêt de la société. Là, elle a un intérêt, puisque en fait, elle utilise les locaux pour pouvoir exercer son activité. Donc, vous pouvez faire supporter également tous ces frais-là à la société. Pareil pour les frais de téléphone. Oui. Frais de téléphone, là, les plateformes, on en avait déjà parlé. Voilà, les frais de téléphone, n'hésitez pas. Hein. Même mettez le téléphone plutôt au nom de la société. Et puis éventuellement, quand on fait le bilan, si vous avez qu'un seul téléphone, on réintègre une petite partie. Mais c'est plus simple de mettre le téléphone au nom de la société.
On n'en parle pas, mais on déduit les frais aussi, puis on récupère la TVA, hein. Là, vous récupérez quand même 20% de la TVA. Donc, il y a les économies d'impôts là qu'on a vues tout à l'heure, plus l'économie de TVA. Tout à fait. Tu as tout à fait raison, hein, d'en parler. C'est pour ça que le fait de passer en frais de la société, vous gagnez quasiment la moitié du prix que vous avez déboursé. Ça coûte 2 fois moins cher au minimum de passer sur la société que de payer de sa propre poche. Bon, les prothèses, tout ce qui est dentaire, auditive, tu le disais tout à l'heure, ça peut justifier dans certaines activités et par rapport à un certain niveau de handicap. Donc, ça peut se faire si vraiment c'est nécessaire, j'allais dire obligatoire pour l'exercice de votre activité. Si ça apporte vraiment un plus, la chirurgie esthétique, bon, ça concerne plutôt les mannequins ou les acteurs, des gens dont c'est le métier, les animateurs. Voilà. Si vous allez sur ce terrain-là, faites gaffe parce que faut avoir des arguments solides pour pouvoir défendre. Voilà. Je dirais même, est-ce qu'un influenceur peut se prévaloir de dépenses dentaires? Bon, on n'a pas de retour encore là-dessus, mais c'est un peu limite, bien que c'est quand même son métier d'être en représentation permanente. En tous les cas, donc c'est discutable. C'est pas interdit, c'est pas impossible, c'est discutable. Ce qui est certain, ce qui est autorisé, c'est de se faire payer sa mutuelle pour payer tous vos frais médicaux et tous les dépenses médicales. Eh bien, prenez une mutuelle. Ça, c'est légal et c'est presque totalement toujours déductible. Tout ce qui est lié à votre formation ou documentation. Alors, on se posait la question tout à l'heure, Jean-Luc, tu me disais que, ce que je ne savais pas d'ailleurs, que avant la création de mon entreprise, j'ai suivi une formation, par exemple, de reconversion. Supposons que je crée mon entreprise là le 1er janvier de cette année 2024. Si j'ai suivi ma formation en avril 2023, est-ce que je peux la déduire? Si c'est moi qui l'ai payée, cette formation, et qu'elle est en lien avec mon activité personnelle, professionnelle aujourd'hui, est-ce que je peux la passer en charge? Oui, oui, alors bah, tout à fait. Alors en fait, quand vous créez votre société, la société, elle peut reprendre des actes que vous avez faits avant la création de la société. Donc on les annexe en fait au statut et ça faut que ça soit en lien avec votre activité, hein, évidemment. Mais si vous avez fait des formations l'année précédente, bah, ça arrive, hein, ça arrive assez souvent. On a besoin de se former. Éventuellement, on a besoin de faire même un peu d'investissement. Donc tous ces frais-là, on les annexe au statut et en effet, ils pourront être pris en charge par la société. La société, après, quand elle aura de l'argent, elle pourra vous les rembourser sans que vous ayez d'imposition dessus, puisque c'est des remboursements de frais, en fait. Alors les abonnements aux revues, journaux, etc., bon, même numérique, évidemment, ça fonctionne si c'est lié à votre activité. Les cadeaux, les cadeaux. Alors ça, les cadeaux, j'allais dire, on a tous des relations d'affaires, on a tous des apporteurs d'affaires, on a tous des prescripteurs, des gens qui nous aident et qu'on a envie de remercier une fois par an. Alors ça se fait un peu moins qu'à une certaine époque, mais malgré tout, il y a pas mal de secteurs d'activité où ça se fait. Alors après, c'est jusqu'où aller. Bon, mais là, ça dépend des usages de chaque profession. Mais quelqu'un qui vous apporte un très gros contrat, eh bien, vous devez pouvoir, enfin, il est admis fiscalement que vous puissiez faire des cadeaux. Alors, il y a des limites, on vous les montrera tout à l'heure. Il y a des limites au-delà desquelles le fisc se met en, en action. Voilà. On va vous l'expliquer comment le fisc détecte les cas suspects et vous met, on allait dire, un petit peu en joue. C'est-à-dire que ils vont vous surveiller si vous dépassez certaines limites. En tous les cas, vous avez le droit de faire des cadeaux à des apporteurs d'affaires. Si jamais c'est considéré comme excessif, à ce moment-là, c'est surtout un risque URSSAF, c'est-à-dire que l'URSSAF va considérer que ça peut être un salaire. Si vous faites 50 000 euros de chiffre d'affaires et que vous offrez à un apporteur d'affaires une montre à 5 000 euros, eh bien, le fisc va dire, oui, non, mais ça, c'est un salaire déguisé. Voilà. Donc, ils vont dire, les 5 000 euros, c'est un salaire net. Donc, ça va vous coûter 80% du montant, donc 4 000 euros de cotisation URSSAF. Donc, c'est le risque. Bon, les voyages, les fleurs, le cinéma, voilà, après, c'est à vous. Et encore une fois, c'est vous qui devez argumenter. J'ai fait des cadeaux.
c'est assez difficile à prouver, sauf que le fisc vous demandera le nom du bénéficiaire. Donc, devant chaque cadeau, nom du bénéficiaire. Donc, il faut que vous mettiez un nom d'un bénéficiaire que le fisc peut contacter et contactera en disant « Est-ce que vous me confirmez que vous avez reçu un cadeau de telle entreprise à tel moment ?» sans forcément lui dire quoi. Et pouvez-vous me préciser la nature du cadeau? Voilà. Histoire de confronter et de s'assurer que c'est bien. Donc, bon, à partir du moment où vous faites des choses dans la légalité, que ça correspond à des vrais cadeaux, vous n'avez rien à redouter. Si c'est borderline, voilà, documentez. Voilà, les frais supportés avant l'immatriculation de la société, on en a parlé, mais évidemment, si vous achetez un ordinateur 2 mois avant de créer votre société, eh bien, vous pouvez vous le faire rembourser par la société. Alors, quelques conseils concrets qui coulent de source pour nous qui sommes experts comptables, parce que on voit ça depuis 20 ans toute l'année, mais on s'aperçoit que pour vous, c'est pas toujours, pour les entrepreneurs, c'est pas toujours intuitif. Les frais médicaux. Évidemment que si vous tombez malade dans un cadre professionnel, si vous allez à la pharmacie et que vous achetez pour 50 € de produits médicaux, de médicaments, si vous pouvez pas passer ça en comptabilité. Par contre, vous pouvez passer en comptabilité 50 € de cotisation mutuelle qui vous rembourse ces frais médicaux. Vous pouvez pas passer une consultation chez le médecin, sauf la médecine du travail, évidemment. Par contre, vous pouvez passer la mutuelle qui vous rembourse la consultation chez le médecin. Idem pour les frais dentaires, etc. Donc, vous pouvez passer tous ces frais médicaux et même plus parce que on le sait, comment on appelle ça, les marchands de lunettes, c'est pas les ophtalmologistes, mais enfin bref, les gens qui vous vendent des lunettes de vue vous vendent aussi les lunettes de soleil pour 1 € symbolique à côté ou pour très peu. Et on sait bien que c'est les mutuelles qui payent ça. Donc d'une certaine façon, grâce à la mutuelle, vous pouvez faire passer très indirectement en charge vos lunettes de soleil. En schématisant, c'est un peu ça. Alors c'est très très borderline. C'est pas vous entrepreneur qui êtes mis en cause là-dedans. C'est le système. C'est le marchand de lunettes qui tord un peu la loi pour vous inciter à acheter ces lunettes de vue chez lui. Bon, alors, autre dépense personnelle que vous pouvez passer dans les frais de la société de façon indirecte, c'est la femme de ménage, les gardes d'enfants, les petits travaux, le soutien scolaire de vos enfants, même les frais de jardinage. Comment? Avec le CESU. Chèque emploi service universel. Le CESU, c'est un chèque, comme son nom l'indique, emploi service, comme un ticket restaurant qui est donné par l'entreprise à ses salariés et à son dirigeant. Si les salariés ont droit, le dirigeant aussi a droit. D'accord? Donc le CESU, et s'il n'y a pas de salariés, ça marche aussi que pour le dirigeant. Donc c'est un cadeau, alors c'est plafonné, 2 240 € par an, que la société peut vous donner, vous rembourser d'une certaine façon sous forme de CESU. Voilà. Donc ça, c'est très peu connu, mais ça marche bien. Mais ça permet de passer, encore une fois, les frais de votre femme de ménage, qui est totalement une dépense personnelle. Là, on parle de service à domicile, donc de service au domicile du dirigeant. C'est pas du tout de la fraude où on contourne pas la loi, on détourne pas la loi, etc. C'est prévu par les textes. Voilà. Et ça permet, encore une fois, de passer dans votre comptabilité de façon indirecte via le CESU. On en a beaucoup parlé, on en parle souvent dans nos webinars, on a des articles sur nos sites internet, donc tapez CESU dirigeant et vous verrez, c'est très simple à mettre en œuvre. Alors, beaucoup plus original, vos investissements en bourse. Comment passer des actions que vous achetez à titre personnel dans les frais de la société? Vous allez me dire, c'est impossible. Les gens se disent, c'est pas possible ça, ils sont fous. Qu'est-ce qu'ils racontent? Eh bien, c'est possible grâce au plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne retraite, c'est un système où votre société, elle va verser à une institution financière de l'argent. Cet argent, il va être passé en moins du bénéfice, donc en charge.
10 000, 20 000, 30 000 euros par an. Il y a des plafonds qui dépendent de votre rémunération, etc. Et cet argent, il va servir à acheter des actions qui vont être placées pendant beaucoup d'années jusqu'à votre retraite. Et une fois que ces actions, voilà, après elles sont vendues, et cet argent, vous le récupérez quand vous êtes à la retraite. Donc en fait, les plans d'épargne retraite, c'est ni plus ni moins qu'un portefeuille boursier qui va être alimenté par votre société pour votre compte à vous, pour votre poche, j'allais dire, pour votre intérêt à vous, dirigeant. Donc, c'est assez rarement présenté comme ça, mais ça revient à passer des actions de sociétés cotées en bourse dans les charges d'entreprise, d'une certaine façon, de façon assez indirecte. Mais c'est ça la réalité. C'est de vous constituer un patrimoine financier, boursier, en le passant en moins du bénéfice de la société. C'est quand même pas mal. Ça s'appelle le plan d'épargne retraite. Donc, si vous êtes entrepreneur chez Socic, bonne nouvelle, et chez Sobiz aussi, on va vous proposer cette année la mise en place de ce type de service. On peut vous accompagner très simplement. Donc, on est en train de structurer des petites missions d'accompagnement où on va vous guider vraiment pour mettre ça en place. Il y a quelques conditions à respecter. Il y a quand même du formalisme. Mais pour quelques centaines d'euros, on vous met vraiment tout en marche de façon parfaitement légale pour que vous puissiez en bénéficier. Donc tout ça, patientez quelques semaines, on vous en reparlera prochainement. Il faut être client chez Socic et Sobiz. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à liker la vidéo et ensuite à aller sur notre site pour prendre contact avec nos conseillers et que nous vous accompagnions. Une partie des frais de voyage. Alors, une partie des frais de voyage, pensez à prospecter, y compris quand vous êtes en congé. Quand vous êtes en congé, on le disait tout à l'heure, hein, souvent quand on est en congé, on est en congé. En fait, les entrepreneurs, souvent, on bosse 7 jours sur 7. Alors, pas de façon productive, mais on est dans le développement business tout le temps. Même quand on est en congé, on pense business, on réfléchit à tout ça. Et donc, si c'est votre cas, eh bien, pensez à passer en frais ces voyages qui sont, pour finir, lorsqu'ils ne sont pas totalement personnels. S'ils sont totalement personnels, bien évidemment, ne passez rien. Mais s'il y a une dimension professionnelle là-dedans, eh bien, n'oubliez pas. Vous pouvez passer des achats de tableaux, les bouteilles de vin, les montres, les voitures de collection. C'est faisable à partir du moment où alors, non pas comme une dépense, mais comme un placement. Tout ce qui prend de la valeur peut être acheté par la société dès lors que c'est fait dans un angle de placement. Donc c'est le cas, je vous le dis, achat de tableaux modernes, c'est même déductible fiscalement les tableaux modernes si l'artiste est vivant et si l'œuvre est exposée au public. Les bouteilles de vin, ça peut être un placement, les montres, les voitures de collection, il faut que ce soit coté, il faut que c'est une cote si vous voulez. C'est pas simplement vous qui devez considérer que telle montre, elle va prendre de la valeur. Mais si vous investissez dans des montres dont les marques sont connues et cotées, que la cote est publique et que la cote elle tend à augmenter, bah, ça peut justifier. Voilà, n'oubliez pas de vous faire rembourser vos courses pour le dîner professionnel. On l'a vu, une partie de votre loyer. Et une partie de votre loyer, ça aussi on en a déjà parlé. Pour terminer, ce que vous pouvez vous faire rembourser, pensez à documenter. Attention à l'abus de biens sociaux. Évidemment, l'abus de biens sociaux, c'est quoi, Jean-Luc? Oui, alors avant, parce que je rebondis sur documenter, là, parce qu'en fait, il y a des questions dans le chat, là. Documenter, c'est quoi? C'est, bah, par exemple, quand vous allez en séminaire, bah, gardez les brochures, gardez, en fait, tous les documents, en fait, qui peuvent justifier de la dépense, en fait. C'est ça, documenter. C'est pas simplement écrire sur votre agenda, bon, bah, là, je suis allé à tel ou tel séminaire, mais c'est avoir, bah, des documents externes, quoi, qui explique bah, la nature de la dépense et l'intérêt pour la société, en fait, c'est surtout ça. Alors, l'abus de biens sociaux, bah, c'est quoi? Bah, en fait, c'est l'inverse, c'est vous faire rembourser par votre société des dépenses personnelles. Donc là, en effet, on est dans le cas inverse. Il n'y a plus d'intérêt pour la société, l'intérêt, il est exclusivement pour vous. Alors l'abus de biens sociaux, ça peut être enquiquinant, quoi, parce que éventuellement, si vous avez vraiment
beaucoup abusé, quoi, si on peut dire, et que votre société, vous la mettez en difficulté, puis qu'elle doit cesser son activité, bah, vous pourrez être responsable à titre personnel. Quand vous êtes en société, normalement, ça fait écran, mais ça fait écran à condition de gérer correctement sa société. Si c'est vous, à titre personnel, qui profitez bah, de la société pour des raisons exclusivement personnelles, donc, faire attention, le risque est qu'après, en cas de liquidation, la liquidation, elle peut vous remonter à vous personnellement. Voilà, c'est l'abus de biens sociaux, c'est à éviter. C'est pour ceux qui exagèrent trop. Non seulement vous êtes redressé fiscalement, mais là, le fisc peut vous demander à rembourser. Attention à la fraude fiscale, hein. On n'est pas là pour vous inciter à faire de la fraude fiscale. C'est pour ça qu'on vous donne bien le cadre. Et après, c'est à vous de jouer dans le cadre. Mais respectez le cadre. Les recommandations pour que vous ayez quand même des points de repère. Frais de repas, ça doit pas dépasser 10% du chiffre d'affaires. 10%, c'est déjà énorme. Donc voilà, n'abusez pas. Tout est relatif. Ça dépend du volume d'activité, ça dépend de la nature de votre activité. Les frais de représentation, respectez les limites du relevé des frais généraux. Le relevé des frais généraux, c'est un document que vous ne voyez pas, mais que nous, experts comptables, on prépare pour vous, c'est obligatoire, et qu'on envoie aux impôts. Comme son nom l'indique, c'est un relevé dans lequel vont apparaître certains frais généraux. Lorsque les cadeaux dépassent 3 000 € par an, bing, il y a le voyant relevé des frais généraux qui se met à clignoter. C'est-à-dire que le fisc a une alerte en disant, tiens, telle société, ils ont fait plus de 3 000 € de cadeaux. Les voyages et déplacements, ils ont fait plus de 15 000 € de voyages et déplacements. Et les avantages dirigeants, avantages en nature, biens immobiliers mis à disposition du dirigeant, frais de véhicule mis à disposition du dirigeant, si ça dépense 30 000 €, ça apparaît sur le relevé des frais généraux. Et à partir du moment où vous avez un de ces trois seuils, une de ces trois dépenses qui apparaît sur le relevé des frais généraux, le fisc est alerté et va regarder votre dossier. Donc, c'est là où je vous disais, faites attention, quand vous dépassez ces seuils, alors ce qui est absurde, c'est que c'est les mêmes seuils, quelle que soit la taille de la boîte. Quelle que soit la taille de votre entreprise, que vous soyez seul ou que vous ayez 1000 salariés, donc il y a des sociétés qui explosent évidemment ces relevés des frais généraux. Mais c'est comme ça. Donc pour les petites entreprises, en tous les cas, ça a du sens et essayez de pas dépasser les seuils des relevés des frais généraux pour éviter que le fisc vienne mettre trop le nez dans vos affaires, même s'ils le font et que c'est pas toujours, ça déclenche pas toujours un contrôle fiscal, mais en tous les cas, ce sont des seuils à surveiller. Et on termine avec un sujet qui est un sujet plus récent, c'est tous les sujets liés à Tracfin et à la lutte anti-blanchiment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le fisc et les contrôles sont fortement concentrés sur la fraude à la TVA, sur le financement du terrorisme et sur la lutte anti-blanchiment. Donc la fraude à la TVA, tout le monde a entendu parler de la taxe carbone et de l'arnaque à la TVA. Hein, ça, c'est des gros sous qui sont partis en fumée très très vite. Et en plus, c'est facile à faire, donc forcément c'est risqué. Donc c'est la TVA. Le fisc s'intéresse à la TVA toujours. Le Tracfin, tout ce qui est financement du terrorisme. Donc c'est pas vos dépenses de frais, etc. qui vont, mais les gros mouvements financiers sur un compte bancaire. Voilà, si vous avez des mouvements de plus de 100 000 € que vous travaillez seul, votre banquier, il va pas vous le dire, mais il va avertir la cellule Tracfin en disant, je constate des mouvements suspects sur ce compte. Voilà. Nous, on nous demande de faire pareil. Donc, c'est pour ça qu'on vous posera des questions. Si par exemple, on voit un aller-retour de 100 000 € sur votre compte bancaire, on va vous dire à quoi ça correspond. Et il faudra nous répondre, parce que si vous ne nous répondez pas, on est obligé de contacter Tracfin en disant, tiens, on a une suspicion sur ce dossier. Donc, ne faites pas n'importe quoi avec les comptes de votre entreprise. Et la lutte anti-blanchiment, ça va concerner surtout les remises d'espèces importantes, les remises ou retraits d'espèces importants. Voilà. Vous n'êtes pas censé, la loi dit que vous pouvez payer en espèces, je crois que c'est 1 500 € les dépenses, hein, Jean-Luc. Avant, c'était 5 000 €. Maintenant, c'est 1 500 €, je crois, par dépense. Si vous faites des retraits trop importants sur vos comptes bancaires, là aussi, vous allez être repéré et faites pas n'importe quoi. Lutte anti-blanchiment. Voilà. Donc, c'est des bonnes pratiques. On est là, nous, pour vous mettre en garde. Faites attention. Si vous respectez toutes ces limites,
il y aura pas de souci et tout se passera bien pour vous. Et puis voilà, bah, vous paierez un peu moins d'impôts et vous passerez vraiment en frais toutes vos vraies dépenses professionnelles. C'est un peu l'objet de ce webinaire ce soir, de bien vous informer sur tout ce que vous pouvez faire sans basculer évidemment dans la fraude fiscale. C'est pas notre objectif ce soir. Jean-Luc, Oui. alors voilà, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, instant promo, abonnez-vous et allez sur notre site. Peut rentrer en contact avec nos conseillers, ils s'occuperont du reste.